Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 32e numéro de notre émission Entre nous soit dit. Nous allons consacrer cette émission à parler d'un certain nombre de problèmes français et internationaux. En premier lieu, bien sûr, les problèmes de sécurité qui se sont largement illustrés avec une nouvelle flambée de violence il y a quelque temps en banlieue parisienne, à Villiers-le-Bel précisément. Et puis nous allons parler également des problèmes économiques de pouvoir d'achat. Pour en parler, nul n'était plus qualifié que Daniel Rémy. Bonjour Daniel Rémy. Bonjour Claude et bonjour à tous. Daniel Rémy est un chef d'entreprise, donc il est plongé quotidiennement dans les problèmes économiques et sociaux. C'est le chef d'une entreprise qui travaille dans le domaine de la sécurité, donc ce sont des problèmes qu'il connaît parfaitement. Et il est en outre écrivain et il a donné un certain nombre d'ouvrages, dont les talibans, le titre exact est La France des talibans. La France des talibans, voilà. La France des talibans qui effectivement illustre très bien ce qu'est devenu la France à travers les années et à travers l'absence de réformes qui ont fini par paralyser complètement notre pays. Et puis Daniel Rémy est également quelqu'un qui fait office salutaire, d'exutoire pour un certain nombre d'auditeurs qui se reconnaissent dans ses propos, puisque chaque jeudi, les auditeurs de RMC peuvent l'entendre dans les grandes gueules. Tout à fait, c'est devenu le mercredi maintenant. Ah, c'est le mercredi. Absolument. Ouais, ils aimeraient m'avoir un peu plus souvent, mais il se trouve que j'ai une activité professionnelle intense. Vous êtes obligé de travailler quand même. Voilà, il faut quand même que je travaille un peu pour payer ma retraite, parce que ça me paraît difficile de s'appuyer sur le dos des autres. Bien. Alors, cher Daniel, nous allons donc commencer par les problèmes de sécurité, puisque nous venons de vivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nouvel épisode de la crise permanente des banlieues, et qui déborde même d'ailleurs les banlieues, puisque en ville également, dans les centres-villes, on voit un certain nombre d'épisodes se dérouler et qui ne sont pas rassurants, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors j'aimerais que vous nous disiez d'abord comment vous interprétez les émeutes de Villiers-le-Bel, quelles leçons vous tirez de la manière dont elles se sont provisoirement peut-être terminées, et d'une façon plus générale, comment vous appréhendez les problèmes de sécurité en France actuellement? Vous savez, je crois que malheureusement, ce phénomène est récurrent, n'est pas prêt de s'interrompre, et que la chose est connue depuis très très longtemps. Connue depuis longtemps par les services de police, malheureusement, j'ai envie de dire, par les populations qui habitent ces quartiers difficiles et défavorisés, et qui subissent cette violence, ces trafics divers, et qui n'aspirent pas à autre chose que de vivre en paix, de pouvoir travailler et de pouvoir s'intégrer. Alors, il faut toujours se méfier de ce que j'appelle, moi, la théorie des amalgames. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un phénomène, un problème, il n'y a pas une population de jeunes en particulier qui pose problème, il y a plusieurs phénomènes qui s'additionnent et qui s'ajoutent les uns aux autres. Le premier problème, j'ai envie de dire, et ça avait fait l'objet d'ailleurs de la une du Parisien il y a quelques années, lorsque le Conseil régional d'Île-de-France et le président de l'Association des maires d'Île-de-France, Claude Pernès, qui était et est encore le député suppléant maire de Rosny-sous-Bois, député suppléant de Robert Pandreau, qui est un homme de sécurité s'il en est, et qui m'avait confié une mission d'audit sur les problèmes de violence et de délinquance urbaine à Rosny-sous-Bois, mais aussi, par extension, en Seine-Saint-Denis. Le problème numéro 1, disais-je à l'époque, c'est l'économie souterraine. Il faut absolument éradiquer l'économie souterraine. Premier énorme problème, mais je crois qu'il faut commencer par celui-là. Dans l'urgence, dans la mesure où nous savons depuis très très longtemps, les services de police et un certain nombre d'acteurs majeurs dans ces quartiers, que pour un certain nombre de jeunes, une infime minorité, entendons-nous bien, et c'est là où je dis attention aux amalgames, il s'agit là d'une infime minorité de jeunes, et donc il ne s'agit pas d'ethnie, il ne s'agit pas de race, il ne s'agit pas de jeunes plus ou moins issus de l'immigration, il s'agit d'une population extrêmement minoritaire de jeunes qui, plutôt que d'aller à l'école, plutôt que de travailler
difficilement et durement, comme le font d'ailleurs souvent leurs parents, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de mal, ont trouvé des moyens, des raccourcis, si je puis dire, pour accéder, pour prendre l'ascenseur social, qui celui-là tombe jamais en panne, c'est celui des trafics. Alors ça, c'est un premier vrai problème. Maintenant, il y a d'autres populations de jeunes qui ne sont pas encore arrivés à ce stade de la criminalité et de la délinquance, et ils sont aussi une infime minorité. Ceux-là vivent de trafics divers, c'est les vols de mobylettes, c'est les vols de voitures, c'est la revente d'un certain nombre d'objets, de produits divers, dont on dit dans ces banlieues qu'ils sont tombés au cul du camion, et donc que l'on revend. Bon, ceux-là ne sont pas tombés dans le trafic de stupéfiants, etc., parce que les peines ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc voilà une autre frange de population, de jeunes, mais encore une fois une extrême minorité. Puis il y en a une autre, celle-là qui est beaucoup plus nombreuse, qui sont des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qu'on a laissé sortir, à tort, du système scolaire, parce que l'éducation nationale et son système est fait de telle sorte qu'il ne donne ni une deuxième chance, et a fortiori encore moins une troisième chance, à des jeunes qui n'ont peut-être pas compris, ou auxquels on n'a peut-être pas expliqué quel était l'intérêt, effectivement, de travailler à l'école, mais à la limite, quelque part, je ne veux pas leur trouver aucune excuse que ce soit, mais à partir du moment où ils ont autour d'eux des moins jeunes qui gagnent en une journée ce que leurs parents gagnent en un mois, voire même quelquefois en une année, c'est vrai que c'est difficile de leur expliquer qu'ils vont trouver un emploi au sortir de l'école, du lycée ou de l'université, quand souvent un de leurs parents sur deux est au chômage ou qu'un certain nombre de membres de leur famille sont au chômage. Donc si il faut effectivement traquer l'économie souterraine, mais sans rémission, et c'est ce que s'essaient à faire depuis très longtemps les groupes d'intervention régionaux, et ils ont d'énormes succès, mais pas suffisamment encore, s'il faut remettre dans le droit chemin un certain nombre de jeunes qui, eux, ne sont pas arrivés encore au stade du trafic de stupéfiants, j'ai envie de dire, à grande échelle, la multinationale du crime, qui en sont à des petits délits. En revanche, il y a une immense frange de jeunes qui sont en déshérence, qui sont désœuvrés, et ceux-là, il faut les récupérer très vite. Alors, effectivement, les récupérer très vite, ça implique toute une série de mesures qu'il faut prendre. La principale d'entre elles, mais on y viendra tout à l'heure, c'est bien entendu de faire repartir l'économie, car c'est évident que s'il n'y a pas d'emploi, on ne va pas en inventer, on ne va pas non plus en inonder les banlieues, car tout l'argent qu'on a déversé, des milliards, 34 ou 40 milliards, je ne me souviens plus exactement, on a d'ailleurs du mal à compter parce que ce n'est pas toujours dans les mêmes budgets, enfin ce sont des sommes considérables qui ont été allouées aux banlieues, sans aucun résultat, on le voit bien. Les seuls résultats obtenus semblent effectivement être ceux des groupes d'intervention régionaux, qui sont des groupes, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, qui allient la police, les douanes, les services des impôts également, et donc qui font en sorte que les trafics divers et variés, et souvent fort lucratifs, soient débusqués et leurs auteurs arrêtés. Alors, évidemment, on peut s'interroger sur les mesures qu'il faut prendre, mais auparavant, j'aimerais que vous nous donniez votre sentiment sur la façon dont ça s'est passé à Villiers-le-Bel. Alors, on a vu un embrasement, bien sûr, ça on en avait assez l'habitude, mais on a vu surtout des tirs à balles réelles, on a vu 120 policiers blessés, ce qui est absolument énorme, je ne suis pas sûr que les gens se rendent bien compte de ce que ça représente, et on a vu également, au bout de 2 jours et demi, 3 jours, des forces considérables, plus de 1000 hommes affectés à la sécurité de Villiers-le-Bel, et les choses se sont arrêtées. Alors, comment interprétez-vous cela? Est-ce que c'est une leçon qui peut servir pour la suite? Est-ce que c'est le fait de mettre plus d'hommes et en quelque sorte, de mettre le paquet, comme on dit communément, qui a arrêté les choses? Sont-elles vraiment arrêtées? Bref, beaucoup de questions. Non, les choses ne sont certainement pas arrêtées. Et c'est vrai qu'on a toujours mis l'accent sur le curatif et sur le répressif, sans jamais s'occuper, contrairement à une idée reçue, à ce qui était le préventif et le dissuasif. Bien. Le cas de Villiers-le-Bel, on en parle beaucoup, certes, mais il y a 2 jours, 3 jours, et ça a fait l'objet de à peine une ligne et demie dans un quotidien français qu'on peut nommer, il s'agit du Figaro. Il s'est produit exactement les mêmes événements, il y a 2-3 jours, où, parce qu'une voiture avait été brûlée par une bande de ces jeunes dont je parle, désœuvrés, peut-être
qu'une voiture d'ailleurs qui avait fait l'objet d'un rodéo, que sais-je, ou qui peut-être avait servi à un casse, à un vol, et qu'on met le feu pour faire disparaître toutes les traces d'empreintes, etc. Les policiers sont intervenus et ont été assaillis par une cinquantaine de jeunes. Donc c'est un grand classique, permanent. Le phénomène, quel est-il? C'est que, en fait, c'est un message très clair envoyé à tous ceux qui ressemblent de près ou de loin à l'autorité, c'est qu'ils sont interdits de séjour dans ces quartiers, dans ces cités. Parce que, précisément, il faut que ces trafics prolifèrent et continuent de proliférer. Voilà. Donc le signal est clair. Si vous venez, vous allez être très mal accueillis et on ne veut pas vous voir. Alors vous faisiez référence tout à l'heure, Claude, effectivement, à ces milliards qui ont été injectés depuis 3 décennies au moins. Beaucoup par la gauche d'ailleurs, mais la droite a fait la même chose. Pour en fait acheter la paix sociale, pour mettre de la fluidité sociale, vous savez, comme à l'UML. Bien. Alors c'est exactement la même logique, qui est une logique stupide, absurde, criminelle, qui consiste à dire on va injecter de l'argent pour calmer les esprits et en fait différer, reculer, reporter l'échéance de l'explosion. Mais malheureusement, moi qui connais bien ces métiers, de la sécurité, de la sûreté, de la prévention, quand on cède à un chantage quel qu'il soit ou à un racket quel qu'il soit et qu'on commence à donner ne serait-ce qu'un centime d'euro, il faut savoir qu'à un moment, il faudra donner la main, le bras et le corps tout entier. Donc cette attitude est criminelle. Alors, les problèmes, on les connaît. Les solutions sont nombreuses, on les connaît aussi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les appliquer et les mettre en œuvre séparément, individuellement. C'est comme un château de cartes. Vous comprenez, tout est lié, tout est dans tout. Et que si on ne commence pas, par effectivement traquer de manière extrêmement prégnante et sans rémission aucune l'économie souterraine, ça va être extrêmement compliqué. Mais dans le même temps, il faut, dès le plus jeune âge, donner accès au système éducatif, et j'ai envie de dire même quand il s'agit de crèche ou d'école maternelle, on n'est déjà pas tout à fait dans le système éducatif au sens où on l'entend communément, mais socialiser un certain nombre d'enfants très très jeunes, issus de milieux défavorisés, souvent où les familles sont monoparentales. Et ceux-là, si on ne leur donne pas cette chance d'être socialisés très tôt, d'accéder à l'éducation et au savoir, je ne dis pas, et loin de moi cette idée, que tous deviendront des délinquants. Dieu merci, on s'aperçoit qu'une immense majorité fait des études et s'en sort. Mais quand même, ceux qui nous préoccupent, ce sont ceux qui posent problème. Et c'est vrai que si on mettait tout cet argent, très vite, intensément, sur l'éducation, je vous garantis que là, on réglerait les problèmes de fond, plutôt que de mettre en permanence des emplâtres sur des jambes de bois, du tricostérile, le mercurochrome, à chaque fois qu'il y a une effusion dans les banlieues. Alors, évidemment, l'éducation, mais est-ce que l'éducation telle qu'elle est actuellement, l'éducation nationale, comme on l'appelle, est capable d'absorber ces crédits? Ça, je n'en doute pas une seconde, mais d'en faire le meilleur usage et donc de socialiser au meilleur sens du terme, c'est-à-dire de rendre socialement compatible avec l'ensemble de la population ces jeunes gens issus de l'immigration pour la plupart. Le problème de nos gouvernants et de notre classe dirigeante, c'est que soit, comme je l'ai dit et rappelé, parce que ceci est connu malheureusement, c'est ce qui est affligeant, ils continuent d'acheter la paix sociale en déversant des milliards en pure perte dans des associations multiples. Je vous signale que l'État, la région, le département, la commune disposent de moyens considérables, mais dépensés de manière totalement anarchique. Il y a des superpositions de structures, c'est invraisemblable. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, il y a presque trop d'argent. Le problème, c'est qu'il y a une déperdition extraordinaire de moyens. Alors, l'éducation nationale, on fait beaucoup, et là encore une fois, j'en rejette la responsabilité sur notre classe politique et notre classe dirigeante qui a toujours une vision à court terme qui est dictée par les échéances électorales, donc ce sont des baux de 5 ans, en général. Ça a été 7 ans pour la présidentielle, c'est maintenant 5 ans, y compris pour les législatives. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils préfèrent des effets d'annonce et des effets d'image. Donc on fait des lycées d'excellence,
on se glorifie et on s'aperçoit en fait que c'est inexact, que même nos grandes écoles aujourd'hui ne sont pas classées dans les premières au plan international. Je pense aux grandes écoles de commerce, etc. Je mets l'ENA et Sciences Po à part encore. En fait, au lieu et place de faire des lycées d'excellence, je pense qu'il faudrait investir beaucoup d'argent auprès de ce que j'ai adoré, puisque j'ai été l'un d'entre eux il y a très 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 longtemps, auprès des instituteurs, qu'on appelle aujourd'hui les professeurs des écoles. Moi, j'aimais tellement mieux cette appellation d'instituteur à l'époque. Et dès le plus jeune âge, injecter de l'argent et faire en sorte qu'un certain nombre de jeunes qui sont en difficulté puissent être recueillis dans des classes de rattrapage, qu'on puisse placer ceux qui sont fragilisés dans des environnements difficiles, voire qui ne peuvent en aucun cas favoriser leur éclossion, les diriger vers des internats. Il faut les sortir de ces milieux, j'allais dire presque cancérigènes. Il faut absolument les sortir de ces milieux pour leur donner une chance. Et c'est là où effectivement l'argent devrait être investi. Mais il faut aussi l'investir dans des enseignants, des instituteurs comme j'en ai connu, moi, formés dans les écoles normales et pas dans les IUFM d'aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'étaient les écoles normales à l'époque. Et bien, les meilleurs, là où c'est le plus compliqué, je vous signale, c'est la même chose dans la police. On met de jeunes policiers, et ne parlons pas même en matière de maintien de l'ordre, de CRS, qui nous viennent de province et qu'on parachute dans des banlieues auxquelles ils ne connaissent strictement rien, avec des méthodes qui sont totalement décalées. Donc il faut mettre les meilleurs, et il faut revaloriser, mais au plan et intellectuel et professionnel en termes de formation, et aussi en termes de salaire, en termes de revenus, ces enseignants de premier niveau qui, pour moi, sont, quand je dis premier niveau, les meilleurs. Et je pense qu'un instituteur ou un professeur des écoles, si on veut, devrait être payé, pour moi, 2 fois plus cher qu'un professeur de collège ou de lycée. Précisément, toute votre démonstration, qui est en effet très séduisante, elle semble aller dans le sens, au moins, du bon sens et de l'efficacité. Absolument. On se heurte quand même à un écueil considérable, c'est que jamais, au grand jamais, on obtiendra de l'éducation nationale qu'elle se plie à ces nouvelles méthodes, ou alors il faudrait une révolution des mentalités qu'on ne voit pas poindre à l'horizon. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Si bien qu'on se demande si, au fond, ça n'est pas en créant des structures nouvelles qui échapperaient éventuellement à l'éducation nationale qu'on arriverait à créer ces foyers d'excellence qui, en effet, car l'éducation, c'est vraiment ce qui peut permettre à un jeune homme ou une jeune fille, très jeune même, de s'en tirer. Ces nouvelles structures permettraient alors peut-être d'obtenir ces résultats. Mais là, on est face à un problème politique majeur, qui est celui de la rupture, dont notre président de la République nous a beaucoup parlé, et on reviendra tout à l'heure sur les conséquences et sur les conclusions qu'il faut tirer, rupture ou pas rupture. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ce domaine, et vous l'avez parfaitement démontré, il faut une rupture, une véritable rupture. Donc voilà, moi je pense que le problème est posé, et je dirais même qu'en faisant une comparaison avec la recherche, vous savez qu'on nous dit aujourd'hui que c'est la recherche qui peut permettre, par l'introduction des nouvelles technologies, par le fait que les PME pourront accéder elles aussi à des niveaux d'excellence, que l'on obtiendra le progrès économique et surtout la capacité d'exportation qui nous manque tellement en ce moment. Mais le problème, c'est que quand vous injectez des milliards dans la recherche telle qu'elle est actuellement, vous versez dans le tonneau des Danaïdes, car la recherche française actuellement ne produit pratiquement pas de brevets, en tout cas la recherche publique, et donc nous sommes dans une structure qui là encore aurait besoin d'être radicalement changée, si bien qu'au fond, enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, mais si vous l'êtes, ça fait une deuxième chose, donc il va falloir complètement changer la nature. Oui, mais vous savez, un seul exemple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Shanghai, par exemple, nous sort chaque année, la seule ville de Shanghai, nous sort chaque année l'équivalent de 10 promotions de l'X. Bon, si vous voyez, excusez du peu. Voilà. Bon. Donc, très bien les lycées d'excellence, très bien la recherche. Il faut savoir aussi que, d'abord, un certain nombre de nos ingénieurs, et Dieu merci, on a encore ça en France, c'est qu'on a des ingénieurs de très grande qualité qui sont prisés dans le monde entier. Le problème, c'est qu'ils vont travailler à l'étranger, qui vont faire bénéficier
leur intelligence, un certain nombre de sociétés étrangères qui ne sont pas françaises ou aux mains de fonds d'investissement, et que malheureusement, le retour sur investissement, très franchement, il est extrêmement limité, pour ne pas dire quasi nul en ce qui concerne notre pays. C'est la raison pour laquelle moi je plaide en faveur d'un développement, d'une élévation du niveau éducatif, mais ceci dès le plus jeune âge, et moi j'aimerais bien, c'est quand même la moindre des choses, que nos enfants sortent au moins de l'école primaire en sachant lire, écrire, compter de manière intelligible, cohérente, et voilà, après, que chacun suive sa voie, mais au moins qu'on ait des bases générales, un enseignement de qualité qui fasse que, et j'ajouterais maintenant même qu'il parle aussi déjà et qu'il soit capable de parler et de comprendre intelligiblement une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais. Bien. Mais là, c'est même pas un problème de rupture, c'est plus un problème de rupture tranquille ou non tranquille, c'est un problème de révolution. Il faut faire une véritable révolution, parce que de nouvelles structures, nous avons les structures. Elles existent, c'est l'éducation nationale, c'est l'égalité des chances pour tout le monde. Si on crée une nouvelle structure, et d'ailleurs elle se crée, la nature a horreur du vide. Le problème, c'est qu'elle profite à qui? À ceux qui ont le plus de moyens. Donc il n'y a pas d'égalité des chances. Regardez aujourd'hui, jamais les sociétés qui font du rattrapage scolaire, les sociétés privées, les organisations, n'ont gagné autant d'argent. Mais qui a les moyens? Moi, quand j'étais jeune étudiant et même lycéen, je donnais des cours de maths, parce que je trouve que j'étais trapu en maths et que donc je donnais des cours de maths pour gagner 3 francs 6 sous, et ça rendait bien service. Mais à qui je donnais des cours de maths? À ceux qui en avaient les moyens, dont les parents avaient les moyens. Bon, donc de nouvelles structures, c'est injuste. Alors, il y a quand même une bonne mesure, Dieu merci, et je vois s'amorcer quand même, et il faut être optimiste, je suis un optimiste réaliste. Bon. Mais quand je vois qu'on a remis à l'ordre du jour ce qu'on appelait les garderies d'après cours, et voilà, bon, les études, pas les études surveillées, mais à l'époque, je crois que je sais pas si on appelait pas ça la garderie d'ailleurs à l'époque, mais bon, là on a des enfants, plutôt que de les renvoyer chez eux où les parents sont pas encore rentrés, donc vont être désœuvrés, vont errer au pied des barres d'immeubles dans les cités, etc., avec personne pour faire les devoirs, pour les aider à faire les devoirs. C'est vrai que c'est tellement plus sympathique de jouer avec ses petits camarades que de faire ses devoirs, et si tant est qu'on ait la capacité de les faire. Donc voilà une bonne mesure. Alors, je pense qu'au lieu et place de créer de nouvelles structures, il faut retrouver tout simplement ce que vous disiez, ce que je dis, mais on est un certain nombre à le partager, c'est retrouver du bon sens. Voilà. Faisons en sorte que nos enfants, tous les enfants, et a fortiori ceux qui sont issus de milieux défavorisés, aient accès dès le plus jeune âge à l'éducation, qu'on fasse en sorte que nos enfants, pour les plus jeunes, sortent au moins de l'école primaire en sachant lire, écrire, compter. Quand vous pensez que vous avez dans les universités aujourd'hui, dans nos facultés, des professeurs qui nous expliquent, qui sont obligés de donner des cours de rattrapage auxquels personne ne se présente d'ailleurs, en matière d'orthographe, en matière de grammaire, et je ne parle même pas des mathématiques, c'est épouvantable. Comment en est-on arrivé là? Alors, j'ai une réponse, puisque j'ai démissionné en 68, donc 68 a fait beaucoup de mal. Et je rejoins Sarkozy, Nicolas Sarkozy, quand il dit qu'il faut tourner la page de 1968. Ah oui, il y a longtemps qu'on aurait dû tourner la page. Oui, mais le problème qui se pose, c'est que, évidemment, quand vous dites que l'éducation nationale est là et qu'il ne faut pas créer une nouvelle structure qui serait fondée sur l'argent, bien sûr, précisément parce que ceux qui en ont le plus besoin ne pourraient pas y accéder. Mais étant donné que l'éducation nationale telle qu'elle est ne voudra jamais, nous le savons, syndicalement parlant, elle sera toujours opposée à toute évolution dans ce sens. Mais il faut tourner le coup au syndicat, alors, tout simplement, voilà. Qui ne représente personne, qui ne représente qu'eux-mêmes d'ailleurs. Et il faut effectivement, au sein de l'éducation nationale si on veut, mais en changeant également un certain nombre de statuts, il n'y a aucune raison que les gens qui sont dans l'éducation nationale soient des fonctionnaires. Rien n'y oblige. Dans le monde entier, il y a des enseignants qui ne sont pas fonctionnaires. Et donc, on les paiera d'autant plus facilement et d'autant plus généreusement, puisque vous l'avez à juste titre indiqué, qu'ils ne seront pas fonctionnaires, et que c'est le mérite et les résultats qui leur permettront d'obtenir de meilleures rémunérations. Mais là encore, nous sommes face à une révolution à faire. Oui. Et c'est bien ça, il faut la faire. Le problème, il faut la faire, et
alors nous allons y venir dans un instant. Eh bien, pour l'instant, moi je pense que nous ne sommes pas en train de la faire. Il y a quelques mesures qui sont prises, certes, qui ne sont pas forcément négatives ni totalement inutiles, mais qui de toute façon ne sont pas la révolution qu'il faudrait faire. Alors, il nous reste dans cette première partie quelques instants. Bien entendu, vous êtes un optimiste raisonnable, mais réaliste oui, et raisonnable aussi. Ah oui. Oui. Mais est-ce que aujourd'hui, la situation telle qu'elle est vous permet de rester fidèle à votre ligne de conduite? Oui. Moi, je crois très sincèrement parce que bon. Vous savez, depuis 3-4 décennies, aucun des gouvernements, quel qu'il soit, n'a imprimé la moindre intention, affiché la moindre intention de réformer, de révolutionner notre système français. Mais quand je dis système français, il s'agit de tout le système français, pas seulement le système éducatif. Bon, alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy a au moins le mérite d'avoir affiché cette volonté. C'est vrai qu'on est passé de la rupture à la rupture tranquille, en pleine campagne électorale, et que moi je continue de penser qu'il faut faire une vraie révolution, comme Margaret Thatcher l'a fait en son temps en Angleterre, bien avant nous. Voilà. Alors, moi je suis optimiste, oui, parce que je sens venir, et on entend monter de plus en plus de l'opinion publique qui comprend bien, même si l'opinion publique dans son ensemble n'a pas un niveau de culture, d'instruction toujours égal, il n'empêche que moi je crois dans le bon sens commun, et que les Français ont beaucoup de bon sens. Moi, je le vérifie régulièrement chaque semaine lorsqu'on est confronté à des questions, à des interrogations de la part des auditeurs sur RMC, par exemple. Et je vous garantis, ce qui est le plus bluffant et le plus encourageant, c'est de voir que chez les jeunes, comme chez les moins jeunes, les questions sont pertinentes et que bien qu'on raconte depuis 3-4 décennies des bêtises innommables aux Français, je sens quand même très nettement qu'il y a derrière ces questions et ces interrogations, chez des Français comme vous, comme moi, ordinaires, il y a beaucoup de bon sens. Donc je suis très optimiste. Alors c'est sur cette note optimiste que nous allons vous laisser vous reposer quelques instants. Profitez bien de cet optimisme, après tout, peut-être que la deuxième partie vous en apportera moins. Nous verrons. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Daniel Rémy. Daniel Rémy qui, je vous le présente à nouveau, au cas où vous auriez oublié depuis les quelques minutes précédentes, est un chef d'entreprise qui travaille dans le domaine de la sécurité et il est également un animateur de radio, je cherchais le terme exact, qui officie le mercredi et non plus le jeudi dans Les Grandes Gueules sur RMC. Et il est également un écrivain qui nous a notamment donné La France des talibans, un titre ô combien expressif et ô combien mérité. Alors nous avons évoqué les problèmes de sécurité dans la première partie de cette émission. Nous allons maintenant venir aux problèmes économiques. Là encore, nous sommes face à une situation qui devient chaque jour plus préoccupante. D'abord parce que l'économie ne repart pas, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer. Deuxièmement, parce que l'économie mondiale elle-même est en train de verser, peut-être pas encore dans la crise, mais dans quelque chose qui lui ressemble. Et puis parce qu'en France, nous avons chaque jour également un constat que l'on peut faire, et que la presse de ce jour a fait également à l'issue d'un rapport du Crédoc qui a paru tout à fait récemment, et qui explique que les classes moyennes sont littéralement laminées dans la situation actuelle. Les classes moyennes représentent 60% de la population des ménages français. Il y a 20% de ménages aisés, 20% de ménages considérés comme pauvres, et 60% qui sont vraiment le cœur de la société française, qui considèrent que leur pouvoir d'achat n'est plus suffisant, qu'ils n'ont pas d'avenir, voilà, c'est extrêmement grave, et qui ont peur de finir dans la misère, et qui, et c'est la conclusion qu'en tire même le Figaro aujourd'hui, qui appellent à une véritable révolution, c'est-à-dire un changement en profondeur de la société. Si l'on a peur du mot révolution, ne l'employons pas. Les changements en profondeur de tout le système, c'est bien ce que ça veut dire. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous considériez que M. Sarkozy avait eu au moins le mérite de dire les choses. À ce point de vue-là, je crois que c'est vrai. Il a bien fait le diagnostic de ce qu'il faudrait faire, et quand il a indiqué qu'il fallait une rupture, c'est bien ce qu'il faut.
Bon, jusqu'à présent, nous avons vu quelques mesures qui allaient dans le bon sens, sans aucun doute, mais qui sont loin d'être suffisantes, et nous avons appris récemment, et j'entendais Henri de Castres ce week-end sur une antenne dite périphérique, expliquer, non sans raison, ce que nous avions d'ailleurs nous-mêmes expliqué il y a pas mal de temps, que la France, avec 9 points de produit intérieur brut de dépenses de plus que l'Allemagne, filait un très mauvais coton, et que ça ne pouvait pas durer comme ça. Alors, maintenant, nous sommes face aux réalités, et M. de Castres a ajouté d'ailleurs, là encore, il a repris ce que nous disons aussi depuis longtemps, qu'il faut baisser les dépenses publiques. Or, dans tous les changements qui sont aujourd'hui annoncés, encore aujourd'hui, on nous a expliqué qu'on allait regrouper des services, essayer de rationaliser certaines choses. Bon, toutes mesures qui sont évidemment souhaitables, mais aucune de ces mesures ne va faire produire réellement d'économies. Alors, où en sommes-nous? Quelle chance avons-nous de nous en tirer? Vous qui êtes un optimiste, j'oublie toujours le terme, réaliste, voilà. J'hésite entre réaliste et raisonnable. Mais comme vous êtes les deux, j'ai le choix. Là. Donc, l'optimiste réaliste, que dit-il face à cette situation? Mais déjà, je voudrais souligner que Henri de Castres est un homme exceptionnel, brillantissime, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et il est un énarque, nous qui avons coutume de vilipender nos élites. Il y a, Dieu merci, et je crois que là aussi, ils sont un certain nombre à être extrêmement brillants et parfaitement conscients de la chose. Et Henri de Castres a cette particularité d'être à la fois énarque et HEC. En tout cas, d'une école de commerce et en même temps énarque. Et il a dit un jour cette chose en petit comité devant les auditeurs, les anciens auditeurs de l'IHEDN, c'était l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'association à laquelle j'appartiens. Il a fait cette déclaration, il a dit, écoutez, nous autres, classe dirigeante, enfin la classe dirigeante, et il s'associait volontiers à cette classe dirigeante, depuis quelques décennies, depuis une bonne trentaine d'années, nous nous sommes à peu près trompés sur tout. Je trouve que là, c'est le signe d'une grande intelligence, déjà de reconnaître qu'on s'est trompé. Si déjà nos hommes politiques, notre classe dirigeante faisaient cet aveu, on leur pardonnerait beaucoup de choses. C'est malheureusement pas le cas. Sur les classes moyennes, moi très franchement, ça ne m'amuse pas, ça m'attriste, même si je conserve toujours cet optimisme réaliste. On découvre l'eau tiède. C'était contenu dans mon dernier ouvrage en 2001, La France des talibans, et j'ai envoyé à mes frais, à compte d'auteur, si je puis dire, 400 exemplaires de mon livre en septembre 2003, en parlant de rentrée des classes sociales, rentrée agitée en 2003, aux 400 députés de l'UMP. Qui était à l'époque du RPR et du LIF. Tout à fait. Et à l'époque, c'était déjà l'UMP. C'était déjà l'UMP, 2003. 2003 2003. Ah oui, vous avez raison. 2003. Ah oui, c'était 2003. C'était déjà après l'élection présidentielle qu'elle a été créée. Tout à fait. Et donc, je fais livrer 400 exemplaires avec un courrier aux 400 députés de l'UMP, et où je leur dis, à l'époque, c'était ce fameux débat surréaliste dont nous sommes très friands en France, sur la France d'en haut et la France d'en bas. C'était Raffarin. Monsieur Raffarin est l'auteur de cette expression. Et je disais dans ce courrier aux députés qu'il y avait une seule France dont on ne parlait jamais, c'était la France du milieu. Alors pas la France mafieuse, mais la France des classes moyennes, qui, coincée comme dans un hamburger ou dans un hot dog, la saucisse entre deux tranches de pain, c'est-à-dire se trouve coincée entre ceux qui sont les plus démunis, ceux qui vivent de minima sociaux, de RMI, etc., de subventions diverses, et puis ceux qui sont ont la meilleure fortune, si je puis dire, qui sont défiscalisés, qui se sont expatriés, si ce n'est pas eux physiquement, en tout cas leurs entreprises, qui ne payent leurs bénéfices qu'à l'étranger et recueillent les dividendes également à l'étranger. Et je disais, le problème c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, les nantis entre guillemets, ceux qui bénéficient des plus grandes ressources, ils sont de plus en plus nombreux à s'expatrier, en tout cas à ne plus payer d'impôts en France, à être défiscalisés, et ils sont de plus en plus nombreux également à bénéficier des minima sociaux. Donc ça veut dire que les classes moyennes prises dans un étau, prises comme dans un sandwich entre deux tranches de pain, de plus en plus rassis et de plus en plus maigres, vont se trouver écrasées et vont exploser.
à un moment ou à un autre, vont sortir de leur camp. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors, ça semble être une découverte. Il y a belle lurette que je le dénonçais et que je l'annonçais. Alors, sur les mesures, ce matin, j'étais à une autre réunion, un petit déjeuner à 8h15 précisément, toujours dans le cadre de la commission économie et défense de l'association des anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale, où était invité mon ami que j'adore, que je connais depuis très longtemps, Alain-Dominique Perrin, qui est le coprésident du groupe Richemont. Richemont, c'est Cartier, c'est Lancel, c'est Montblanc, c'est bref, ce sont 14 à 15 marques de luxe dans le monde, et qui nous a tenu un discours de vérité, parce que je l'adore, parce que c'est l'anti-langue de bois, et en plus il sait tellement bien de quoi il parle, avec des sociétés dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, où il y a une vraie grave crise qui est en train de se dessiner, plus que se dessiner aujourd'hui, de se développer, donc qui va forcément nous frapper. Alain-Dominique Perrin disait la chose suivante: imaginez, et ça répond à votre question, mais il y a beaucoup de réponses à votre question, bien sûr. Alain-Dominique Perrin disait: j'ai vécu dans le cadre du groupe Richemont, pour des raisons professionnelles, pendant 9 années à Londres. Il se trouve que l'Angleterre, c'est 64 millions et quelques centaines de milliers d'habitants. La France, c'est à peu près la même chose. Là où ça change, là où la donne change, c'est que la France, pour la même population, a 5,2 millions de fonctionnaires, qu'en l'Angleterre, on a 1,2 million. Cherchez l'erreur. Tout ça, il faut le payer. Les 35 heures, disait encore mon ami Dominique Perrin, le jour où on a décidé de créer cette aberration, cette absurdité des 35 heures dans notre pays, ce qui faisait rigoler évidemment tous nos compétiteurs, à commencer par les Anglais, en un quart de seconde, au moment où a été prise cette décision, tout d'un coup, tous nos produits se sont trouvés surenchéris de 11%. Voilà. Comment peut-on être compétitif dans une économie mondiale quand nos entreprises, du jour au lendemain, par une mesure aussi absurde, voient ses coûts majorés de 11% brutalement? C'est grotesque, grotesque. Voilà. Alors, on ne sortira pas et là encore, c'est une vraie révolution. On est au-delà de la rupture, une vraie révolution culturelle, intellectuelle, économique qu'il faut faire dans notre pays quand d'autres l'ont fait ailleurs. Parce que ailleurs, ça s'est fait très très bien, y compris dans les pays qui étaient des modèles pour les socialistes, suédois et consorts. Il faut absolument redonner une vraie valeur, la vraie valeur qui est la sienne au travail. Il faut donc pour ça alléger les charges. Les prélèvements obligatoires, Laurence Parisot le dit et le répète, Dieu merci, depuis maintenant, elle le martèle sans cesse depuis de nombreux mois. De mémoire, je crois qu'en matière de compétition économique, les Français courent un 100 mètres avec un sac de 28 kilos sur le dos, quand les Allemands en ont un de 21 kilos, oui, et que les Anglais en ont un de 18. 18 ou 16, oui, je peux me tromper de quelques pourcents. Mais enfin, vous voyez bien, vous comprenez bien que jamais on ne pourra arriver à gagner la moindre course avec un tel handicap. Bien sûr. Alors, là encore, nous nous trouvons face à une réforme qui va devoir être faite inévitablement. Il y a deux grandes sources de dépenses, comme vous le savez parfaitement. Il y a l'État et les collectivités locales, et puis il y a le social. Le social est infiniment plus lourd que l'État, qui est déjà très lourd. Or, pour faire une réforme de l'État, comme celle qu'on nous annonce actuellement, c'est d'abord difficile, surtout dans le contexte politique français, et puis c'est très long, parce que quand vous embauchez un fonctionnaire à 25 ans, vous allez devoir le payer jusqu'à 80 ans, tant qu'il sera en activité, puis ensuite quand il sera à la retraite.
Donc il faut des années et des années avant d'obtenir des résultats. En revanche, pour le social, on peut obtenir très vite des résultats. Et c'est la raison du combat que je mène contre le monopole de la sécurité sociale, qui est voté dans les textes de loi et qu'il suffit d'appliquer. J'espère que le gouvernement aura la sagesse de le faire, plutôt que de continuer à traîner cette espèce de boulet, comme vous le disiez très justement tout à l'heure. Mais pour l'instant, on en est encore à se battre pour faire valoir ses droits. Alors, le problème, c'est celui des échéances. On peut se dire, j'ai certains amis qui me le disent d'ailleurs depuis longtemps, mais ils ne le disent plus. Bah, le système peut encore tenir, vous savez, il y a encore de la ressource. Personnellement, je ne le crois pas. Alors, je m'aperçois à votre dénégation que vous partagez. Alors, combien de temps, à votre avis, faut-il pour qu'une vraie rupture, mais une rupture au sens où vous l'indiquez, une rupture thatchérienne ou réganienne, comme on préfère, puisse se faire? On a combien de temps devant soi? On n'a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Nous sommes cette fois dans le mur. Moi, je crois que je disais en 2001, vous vous rendez compte, c'est quand même pas hier, dans la France des talibans, je disais que la France était dans la situation du Titanic où l'orchestre continue de jouer pendant que le bateau coule. C'était en 2001. Donc, alors effectivement, j'avais aussi, moi, parmi mes amis, un certain nombre de garçons que j'aime beaucoup, intelligents, brillants, aussi bien privés que publics, mais qui me disaient, qui me tenaient encore ce type de discours. Oui, mais la France est tellement riche, vous comprenez que c'est pas pour tout de suite, ça fait des années qu'on nous annonce la révolution, mais je crois qu'on peut... Non, c'est fini. Et les mêmes amis qui me tenaient ce discours, il y a déjà 2 à 3 ans, me donnaient les mêmes signes alarmistes, et je parle aussi, on ne les citera pas, parce que je ne voudrais pas les mettre en difficulté, de hauts fonctionnaires des renseignements généraux, au plus haut niveau, qui me parlaient de situations quasi insurrectionnelles. Et pas seulement au niveau des banlieues. Ah, non, pas seulement au niveau des banlieues. Bon, donc je crois que non, il n'y a plus du tout de temps. Alors, j'ose espérer que, et je pense que de toute façon, Nicolas Sarkozy en est conscient, et qu'il a amorcé la rupture, donc c'est bien, certes, on trouve toujours, vous, moi, un certain nombre de Français qu'on ne fait pas assez et pas assez vite. Pour l'instant, je trouve que la méthode n'est pas mauvaise, et que, à la limite, quand on voit la manière dont est passée la réforme, même s'il y a encore quelques soubresauts, peut-être demain, après-demain, au niveau de la SNCF, de la RATP, enfin la réforme des régimes spéciaux, je crois qu'elle est acquise pour tout le monde. Les universités, c'est la même chose. Mais ça ne pèse pas très lourd en termes d'économie. Ça pèse pas lourd, mais c'est le commencement du début. Oui, et c'est le commencement du début d'un virage dont je pense qu'il est amorcé, peut-être pas à 180 degrés, mais si on est déjà à 90 degrés, c'est déjà pas mal. Alors, moi je crois que tout le monde en est conscient, y compris la gauche. Sur la méthode, je pense que Nicolas Sarkozy, plutôt que de jouer les éléphants dans les magasins de porcelaine, joue habilement. Il faut espérer par contre que quand on aura secoué le tamis, on ne s'apercevra pas qu'en fin de compte que les négociations qui perdurent en coulisses ne vont pas dépouiller, déshabiller l'essentiel de la réforme, et que ça ne nous coûte pas plus cher en fin de compte, ou aussi cher, ou presque aussi cher. C'est déjà le sentiment d'un certain nombre Absolument. d'experts. Oui, mais moi je ne fais pas de procès d'intention, c'est-à-dire que j'attends de voir. Okay, mais je crois que Nicolas Sarkozy est aussi conscient que s'il n'y arrive pas, s'il n'y parvient pas, il est mort, politiquement. Bien sûr. Alors, donc je crois qu'il en est aussi parfaitement conscient. Alors je crois que, à mon avis, c'est la raison pour laquelle je suis un optimiste réaliste. Et que, absolument, et que quand on parle de pouvoir d'achat, je crois que dans le conscient collectif maintenant et le bon sens commun, je crois que tout le monde comprend bien que le pouvoir d'achat, ça ne se décrète pas. Et que si précisément on ne travaille pas par les deux bouts, mais si on ne commence pas par faire des économies drastiques, draconiennes, au niveau des gaspillages publics, toutes administrations confondues, y compris les régions d'ailleurs, qui dépensent beaucoup avec la décentralisation. Donc je crois que les Français comprennent parfaitement bien, intuitivement, plein de bon sens, que on ne pourra pas augmenter le pouvoir d'achat si on ne redonne pas cette liberté d'entreprendre, si on ne libère pas le travail, si on ne libère pas les charges, si on ne met pas fin une bonne fois pour toutes à ces rigidités qui pèsent sur le droit du travail, sur la possibilité de recruter, de licencier, etc. On s'aperçoit aujourd'hui que de grands groupes
et de moins grands groupes qui ont licencié 1000 personnes, on a embauché 2000. Mais s'ils n'en avaient pas licencié 1000 au moment qui était le moment opportun, ils seraient morts. C'est-à-dire, c'est la société qui était par terre. Donc je crois que tout le monde a conscience de ça. Maintenant, beaucoup de gens ont conscience de ça, et que l'ouverture de Nicolas Sarkozy à gauche, à laquelle je ne souscris pas totalement, dans la mesure où souvent c'est quand même il y a beaucoup de casting, et qu'on aurait aimé, certes, des gens d'ouverture de gauche, mais des gens brillants, des gens compétents, plutôt que des people. Mais cela dit, oui, il était important d'ouvrir auprès d'un certain nombre de personnalités de gauche extrêmement compétentes, et qui aussi ont bien conscience que ce pays ne peut plus vivre plus longtemps au-dessus de ses moyens. Alors, je vais apporter quand même quelques notes un peu moins optimistes, même si votre raisonnement se tient très bien, naturellement, mais j'ai quelques connaissances en médecine, comme vous le savez, et donc j'ai toujours observé qu'un mauvais diagnostic était rarement suivi d'une guérison. Je crois que Nicolas Sarkozy s'est trompé de diagnostic sur l'état de la France. Alors, il ne s'est pas trompé dans la nécessité de rupture, mais je ne pense pas qu'il ait vu où se situait le mal. Et en fait, les premières mesures qu'il a prises sont des mesures qu'on pourrait qualifier d'assez keynésiennes, finalement, c'est-à-dire on va donner un peu de pouvoir d'achat, il y a peu de réformes de structure, la fameuse économie de l'offre n'est pas récompensée. Et je pense qu'il faut actuellement faire un virage à 180 degrés, véritablement. Il faut poser le bon diagnostic, faire un plan de traitement et agir. Or, nous sommes maintenant face à une situation où mon sentiment me dit que le gouvernement tel qu'il est incapable, je dis bien incapable, de changer de rythme. Quand on a plus de 6 mois d'existence, on peut durer, on peut même améliorer certaines choses, on ne peut pas changer radicalement. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un article, et je continue de le penser, disant qu'il faut un gouvernement de salut public, c'est-à-dire un gouvernement naturellement présidé par le président de la République, personne ne remet en cause sa légitimité, mais qui appellerait des personnalités, effectivement, comme vous le disiez, il y a des gens à gauche, en tout cas qui ne sont pas inscrits au Parti Socialiste, mais qui sont compétents. Je pense en particulier à des gens qui ont fait des rapports très intéressants et qui disaient les choses. Donc ces gens-là et d'autres, et surtout des gens qui connaissent parfaitement l'économie, seraient appelés d'abord à dire que nous allons changer radicalement, nous allons faire autrement, expliquer pourquoi et expliquer régulièrement. Voilà, me semble-t-il, la seule façon de faire, car sinon, ça n'est quand même pas avec les personnages qui sont actuellement au gouvernement que nous allons obtenir cette rupture que vous appelez vous-même. Vous savez, Claude, c'est le général de Gaulle qui disait, moi qui suis un gaulliste canal historique, c'est le général de Gaulle qui disait la seule assemblée souveraine, c'est le peuple. Bon, je partage totalement cette idée. Il se trouve que je suis un républicain, un démocrate, un social et un libéral. Tout ça parfaitement compatible. Et j'ose espérer que nous n'arriverons pas à ces extrémités, cette extrémité, le gouvernement de salut public, parce que vous avez raison quelque part. Si Nicolas Sarkozy ne va pas au bout de la réforme, de la vraie rupture, de cette révolution économique, sociale, culturelle qui s'impose à notre pays et qui a été amorcée et engagée, et voire même pratiquement achevée dans un grand nombre de pays européens. Nous allons à une vraie révolution, celle-là, tout court, à une explosion. Bon, et ça, je ne le souhaite pas, évidemment. Sur le diagnostic, moi je crois que Nicolas Sarkozy, il n'est pas dupe. Il le connaît, le diagnostic. Attendez, ses amis, c'est qui? C'est Bolloré. Il voit aussi régulièrement Henri de Castries. Henri de Castries aussi. Oui. Il les voit tous. Le problème, c'est quoi? C'est pas eux qui l'écoutent. Non, mais oui, mais justement, c'est que la technostructure... Écoute M. Guénaud. La technostructure, et pas que M. Guénaud, un grand nombre de hauts fonctionnaires. Guénaud, c'est une plume. Certes, mais c'est une plume. C'est une plume qui parle aussi. Comme de Villepin était aussi une plume. Bon, mais il n'empêche, je crois que c'est pas là où est vraiment l'écueil. C'est vrai qu'on est beaucoup dans un gouvernement d'image, beaucoup dans un gouvernement de communication, mais je crois que, vous qui êtes médecin, vous l'avez rappelé, vous allez me rappeler le terme, il m'échappe tout d'un coup, et la résistance, la résistance... La résilience. Non, c'est pas ça, vous savez, face à un virus, il y a l'immunorésistance. Oui, absolument, donc vous avez une réaction fatale dès que vous essayez d'introduire un élément extérieur dans un organisme quel qu'il soit, et qui fait que
celui qui est installé dans l'organisme, il résiste et il s'oppose. Et donc, les corps constitués, la technostructure, essaie de reprendre le dessus à toute force et d'expliquer, c'est ce qu'ils ont expliqué depuis 3 à 4 décennies, comme je le disais, à tous les politiques qui sont succédés. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous faites ça, les Français vont être dans la rue. Quels Français? Toujours les mêmes. La minorité, les minorités agissantes. Voilà. Alors, c'est là où effectivement nous allons, vous, moi et les Français, attendre de pied ferme Nicolas Sarkozy pour voir si on est toujours dans la communication, dans l'image et dans l'amorce des réformes, mais des amorces qui n'iront jamais au fond des réformes. Je crois que Nicolas Sarkozy, qui est un fin politique, a bien compris. Vous savez, il est très intelligent. C'est un bon communicant, mais il sait observer aussi ce qui se passe dans le monde à l'extérieur. Donc je doute fort qu'il se laisse fléchir, ou en tout cas que cette technostructure finisse par l'emporter. Sinon, avant même les 5 ans, je crois qu'il faudra, comme selon cette expression consacrée, il partira avec l'eau du bain. Oui, le bébé avec l'eau du bain. Alors, je partage pratiquement votre jugement, sauf sur la capacité de Nicolas Sarkozy, non pas à comprendre, je crois qu'il est tout à fait capable de le comprendre, mais à prendre la mesure de ce qu'il faut faire, car c'est bien plus que ce qu'il croyait. Très fréquemment, je le compare à Gorbatchev, naturellement toutes choses différentes par ailleurs, qui, au fond, et je le dis souvent à cette antenne, n'avait pas d'autre objectif que de sauver le système. Or, je crois que Nicolas Sarkozy ne veut pas le sauver tel qu'il est, bien entendu, il veut le changer, mais il n'a pas encore compris que ce système n'est plus compatible avec la place de la France dans un monde ouvert, concurrentiel, et où chaque jour nous mesurons à quel point la concurrence nous fait du tort quand nous ne sommes pas capables de l'assumer. Regardez les chiffres de notre commerce extérieur, on va vers 35 milliards d'euros de déficit, pendant que les Allemands vont faire 170 milliards ou davantage d'excédents. Bref, tout commande, ce qui est un vrai changement. Alors j'espère, car je ne suis pas partisan non plus de ce qu'il y ait des troubles qui seraient très difficiles à maîtriser, j'espère que nous pourrons faire cette réforme d'une manière organisée, consciente, organisée, lucide et efficace, mais le temps presse et je crois qu'il devrait très vite maintenant, je dis bien très vite, prendre les mesures nécessaires pour que, et je crois que d'autres hommes et d'autres femmes sont nécessaires pour cela, pour que, décidément, nous entrions dans l'ère de la rupture, et on n'a plus très longtemps de l'effet pour le faire. Oui, mais encore une fois, je pense que Nicolas Sarkozy, comme je le disais, et je dis ça très librement, puisque je n'ai pas ma carte UMP, et donc je suis extrêmement libre dans mes propos. Et d'ailleurs, je ne suis plus encarté nulle part. Je demeurerai, je suis né, et je mourrai gaulliste canet historique. Bien. Mais Nicolas Sarkozy, comme je le disais, qui est un garçon intelligent, qui est un fin politique, j'ai envie de dire, quelque part, même si je pense quand même qu'il a une certaine idée de la France, je pense que c'est aussi sa survie politique qu'il joue, c'est sa propre existence politique qu'il joue. Et que là, je crois qu'il y est très attaché. Son image et sa survie politique. Et que s'il a le sentiment, et je crois qu'il le sait parfaitement bien, que le sens de l'histoire, parce qu'il observe ce qui se passe, comme je le disais, en Europe, mais aussi dans le monde, commande qu'effectivement il aille jusqu'au bout des réformes, puisque sinon c'est l'impasse et c'est la chute, sa chute. Voilà. Et une explosion potentielle possible dans la rue, mais là ça ne sera pas les banlieues, ça sera ces classes moyennes qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent mais, tous ceux qui travaillent dur et qui se rendent compte que travailler plus, oui, mais pour gagner toujours moins. Donc ça c'est insupportable. Donc je crois que pour ces raisons, je crois que Nicolas Sarkozy maintenant est, si je puis dire, pardonnez-moi cette expression triviale, dans la seringue, et qui ne peut pas faire autrement que d'aller jusqu'au bout, il ne peut pas reculer. Sinon, c'est sa mort politique. Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission. J'espère que vous y avez pris plaisir et intérêt, car notre ami Daniel Rémy est un homme plein de convictions, plein de passion, et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de son caractère. Car mais je peux me tromper. Hein. Oui, tout le monde peut se tromper, personne n'est parfait non plus, mais vous mettez dans tout ce que vous faites, et je vous connais depuis un certain temps, une passion qui ne se dément jamais, si bien que ce sont des hommes comme vous et quelques autres qui, à mon avis, sont appelés à un moment ou à un autre à prendre leurs responsabilités, je l'espère en tout cas. Et toujours. Je les ai toujours prises et je les prendrai toujours. Et je pense que la France s'en portera beaucoup mieux. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Nous nous retrouverons, je l'espère, bientôt
non pas sur nos lignes, mais sur Reichmann TV, qui continue sa carrière avec, je pense, un certain succès, car nous avons de plus en plus de téléspectateurs et je m'en réjouis vivement. À très bientôt, soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.